Voilà. Bon, Valentin Collia, un journaliste à Sciences et Avenir et qui fait qui fait toute la technique de community manager à Sciences et Avenir la recherche, qui fait toute la technique de l'émission. Et merci à lui. Hein, je crois que j'ai pas cité son nom tout à l'heure. Sans Valentin, il n'y a pas d'émission. Hein. Le Dauphinois 38. Si ma mémoire est bonne, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont bombardé le Vésuve pour le faire exploser. Ah, je connaissais pas cette histoire. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, le Dauphinois 38, ben, c'est un peu ma région. Hein. Moi, je suis grenoblois, donc bonjour au Dauphiné. Bonjour à tous, bien sûr, mais bon, le Dauphiné, c'est un peu ma région, quoi. Alors, effectivement, il y a eu pas mal d'histoires qui ont été dites pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une éruption du Vésuve qui a eu lieu en 1944, qui a été quand même plus modeste que Pompéi, mais quand même qui a été quand même qui a fait des dégâts. C'était en pleine guerre, donc c'est vrai que le panache du Vésuve, les gens ont cru que c'était une bombe atomique, que c'était une bombe lancée par les ennemis. Donc, il y a eu plein d'histoires. Et effectivement, on ne sait pas la vérité de tout ça. Donc, que les Allemands aient bombardé le Vésuve ou pas, je ne sais pas. Mais il y a eu pas mal de quiproquos parce que une guerre mondiale et en plus une éruption du Vésuve, c'est deux événements qui étaient un peu incompatibles et qui ont fait que les gens se sont tous affolés. Et on les comprend très bien. Et ça a été une page compliquée de l'histoire de l'humanité, quoi. Alors, et Teddy Riner face à un volcan, nous dit Oui, c'est à lui que je pensais, bien sûr. Je pensais à lui quand j'ai compté par la même catégorie. Bon, bah, Teddy, on est avec lui pour les Jeux Olympiques, bien sûr. Hein, c'est notre champion, on l'adore. Mais bon, même Teddy, avec sa bonne volonté face à un volcan, il serait hippone. dans la reprise de Astérix et Obélix, là en album par c'est Conrad et Ferry. Bon, les albums, ils sont bon, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais dans le dernier, ça se passe au pied du Vésuve et Obélix envoie un menhir dans le cratère du volcan pour empêcher qu'il crache. Hakim 90-100, j'ai lu que certains pays ou certaines entreprises de déchets pensaient jeter les déchets, pas forcément recyclables, dans les volcans. Est-ce faisable? C'est vrai qu'on entend aussi des fois, on va envoyer nos déchets dans le soleil. Bon, est-ce que c'est une façon de tout faire brûler, ce qui nous embête d'une façon radicale? C'est possible, ça? Bah, c'est bien compliqué pour un petit résultat. C'est-à-dire que si c'est des produits qui sont inflammables, qui peuvent brûler, bon, on les brûle dans une déchetterie, on récupère l'énergie, plutôt que de les monter en haut d'un volcan qui va polluer le volcan. Et les déchets radioactifs, qui Ah, on disparaîtraient pas t'entend. pour autant, donc ils seraient à ce moment-là, au contraire, ils seraient d'être libérés, quoi. Le volcan Oui. actif recycle un peu sa matière. Dans des produits, des déchets, ça serait plutôt au contraire C'est pas. risqué de les avoir à nouveau qui nous reviennent. Donc je pense que c'est pas. Ouais. Alors, Flotteguer 404 fait yes, Science et Avenir a une chaîne Twitch. Ah, 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 ben oui, alors il faut s'abonner à la chaîne Twitch pour avoir les infos de toutes les vidéos qu'on va faire tous les jeudis, puisque c'est l'idée de cette chaîne Twitch, hein, c'est de faire partager le goût de la rédaction de Science et Avenir pour les sciences. Là, c'est moi qui présente, mais la prochaine fois, ça sera d'autres journalistes de Science et Avenir. C'est une façon aussi de découvrir la rédaction de Science et Avenir, la recherche. Et tous les jeudis, on sera là. Donc, pour ne pas rater les vidéos, il faut s'inscrire à la chaîne de Sciences et Avenir sur Twitch. Il y a un peu plus d'un an, nous avons vécu l'éruption du Taal. Est-il possible que cela ne soit pas sa phase de paroxysme? Alors, écoute, Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est où ça, le Taal? Le Taal, c'est aux Philippines. Son surnom par les Philippins, c'est le tueur. Il a fait des éruptions importantes, notamment quand j'étais gamin, je crois en 1965, il avait fait une éruption brutale. C'est un volcan qui est étonnant parce que c'est une grande caldeira occupée par un lac, dans lequel il y a un petit volcan, dans lequel il y a un petit lac. Donc c'est un peu un volcan poupée russe. Donc c'est un volcan qui n'est pas haut du tout, puisqu'il est au niveau de la mer quasiment. Mais il est très violent. Et il y a un an, il a fait une éruption. On a pensé que cette éruption allait être dramatique. Elle a été importante, mais pas aussi qu'on pouvait le craindre. Donc c'était bien sûr rassurant à l'époque, là tout de suite, mais ça veut dire que le Taal en a encore, on va dire, sous le pied ou dans sa chambre magmatique. Le Taal reste un volcan à surveiller. Et peut-être que ce qu'on a vu n'était que le prémisse d'une éruption plus importante. Quoi qu'il se passe, le Taal est un des 100 volcans très dangereux et très surveillés dans le monde, parce qu'en plus, il y a beaucoup de monde tout autour. Alors, Raumu dit qu'il est tout aussi enthousiasmé que Flotteguer 404. Flotteguer, il dit qu'il a Insta-follow, il nous a suivis tout de suite. Bon, mais c'est super cet enthousiasme. Il faut en parler autour de vous, évidemment, hein, pour que vous soyez toujours plus nombreux semaine après semaine sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir, qui est chaîne affiliée hein, maintenant. Hein, donc, ça veut dire que
Vous pouvez faire des subs, vous pouvez faire des cheers, je crois qu'on dit comme ça. Excusez, je ne speak pas encore très fluently le Twitch, mais d'après ce que j'ai compris, on pouvait un peu dire ça. Quartzal dit bonjour, futur étudiant en master volcano à Orléans, pourriez-vous nous parler un peu du volcan phréato-magmatique du lac Pavin? J'en ai déjà un peu parlé avec Laurent Arbaret. Là, on commence à être entre spécialistes. Oui, alors on va en dire un mot. Alors le lac Pavin, il est très célèbre, il est dans le Massif central. C'est le plus jeune volcan de France métropolitaine. Je parle pas des volcans des Outre-mer, hein, de la Pelée qui est quasiment actuelle ou la Fournaise de la Réunion. Hein. Mais en France métropolitaine, le lac Pavin, c'est un lac de cratère qui est magnifique d'ailleurs, qui est d'un beau bleu. On peut en faire le tour en marchant, c'est une super rando. L'éruption date de 6900 ans, donc c'est très récent. Et bien sûr, ce lac Pavin est très étudié parce que certains pensent qu'il a dû faire depuis d'autres actualités, d'autres événements qui étaient peut-être des débordements, des éruptions gazeuses. Donc j'ai un ami qui s'appelle Michel Mébec, qui est un spécialiste du Pavin, il y a eu un livre qui a été fait là-dessus, hein, et lui, effectivement, il a suivi, il a lu des textes historiques, des chroniques de Monaco, qui montreraient que ce lac Pavin, ça veut dire épouvantable. C'est la légende qui disent que au Moyen-Âge, quand on lançait une pierre dans le Pavin, ça faisait une éruption. C'est pas complètement champ gaz, que la moindre anomalie le faire libérer et faire donc de gaz. Et on disait donc qu'il y avait bien sûr des monstres, des sirènes, des ondins, des pavins. Donc ce pavin, il est à la fois, il semble peaceful à voir comme ça, il semble plutôt tranquille. Moi aussi, j'emmène bien emmener mes étudiants, j'ai emmené beaucoup de gens en randonnée. Ça tour du lac Pavin, c'est magnifique parce que la couleur change avec le air, mais c'est un volcan qui mérite d'être étudié et il y a pas mal de choses qui sont faites actuellement par mes collègues. Alors, il y a Orly qui a posé une question. Je pensais qu'on en parlerait un peu plus tard dans l'émission, mais puisque c'est là, puisque c'est dans le chat, autant y aller. Est-ce que les volcans de la chaîne du Puy pourraient repartir, hein? On se souvient de Jacques Brel. Je suis sûr que vous connaissez Jacques Brel, même sur Twitch, qui disait « On a souvent vu rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. » Alors, est-ce que dans la chaîne du Puy, c'est possible? Alors, c'est vrai que ces volcans d'Auvergne, d'abord, ils sont multiples. Hein, les volcans d'Auvergne, c'est 17 provinces différentes, donc il y a des volcans qui sont vieux, qui sont éteints, comme le Cantal, comme le Mont, d'autres qui sont récents, comme la chaîne des Puys. La chaîne des Puys, les éruptions les plus récentes ont 8000 vaches, et le puits de la Solace, le puits d'Aume a 10 000 ans, donc c'est très récent. Donc la règle en volcanologie, on dit qu'un volcan peut se réveiller s'il a fait une éruption de 50 000 ans. Or, 10 000 ans, c'est dans les volcans positifs, la chaîne est dans la liste. Alors, ce n'est pas d'actualité, il ne faut pas affoler nos amis auvergnats, s'il ne passe rien, c'est très surveillé, notamment par l'Institut de physique du globe de Clermont-Ferrand, hein, il y a des capteurs, donc il ne se passe rien du tout, mais on ne peut pas rayer la chaîne des Puys de la liste des volcans potentiellement actifs, et d'ailleurs, dans cette liste de volcans potentiellement actifs, dans cette liste de 1550 volcans, qui est tenue à jour à Washington hein, par la Smithsonian Institution, la chaîne des Puys figure ainsi d'ailleurs que le Vivarais en Ardèche, parmi les volcans potentiellement actifs du monde, même s'il ne se passe rien actuellement, peut-être une éruption pourra avoir lieu dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 5000 ans, c'est pas exclu, ça peut être dans quelques années. Pour l'instant, il ne se passe rien, mais c'est des volcans tout jeunes, hein, 10 000 ans pour un volcan, c'est tout jeune. Alors, il y a Aigle Royal qui nous dit, ouais, on a un petit bug là, on essaie de corriger un bug, on a un troisième micro et un écran noir là, on n'arrive pas à les enlever, donc bon, ça finira bien par c'est pareil, c'est la même chose, hein. J'ai un écran noir, je pense que c'est celui de Valentin. Ouais, on a un petit souci, mais je suis sûr que ça va être corrigé. On a une question là qui disait, est-ce qu'un volcan actif, il crache, il devient inactif. Est-ce qu'un volcan inactif peut avoir un coup de revenez-y et redevenir actif au bout d'un certain temps? Oui, alors il faut penser, donc les volcans sont humains. Hein. Moi, j'aime bien comparer un volcan à un être humain, vous avez compris. Hein. Un être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il vit, mais quand il vit, il a une période d'activité, la journée, puis une période où il dort. Et ça passe pendant très longtemps, puis un jour, il meurt, malheureusement. On est tous amenés à mourir un jour, le plus tard possible. Bon, pareil, il est quand il est vivant, il a des périodes, des journées d'activité, c'est des une nuit de repos, simplement tout est multiplié par 1000. Donc nous, on vit 100 ans, les volcans vivent 100 000 ans. Une journée pour nous fait 24 heures, pour un volcan c'est un siècle.
Et une nuit de volcan peut faire aussi parfois plusieurs siècles ou plusieurs millénaires. Puis une éruption peut durer parfois seulement 24 heures. Le Vésuve, l'éruption de Pompéi avait duré 19 heures. Donc c'est des éruptions courtes, séparées de nuits longues, mais un volcan qui est dans les 1550 de la liste, qui ne sont pour l'instant pas en activité, sont néanmoins appelés actifs, parce qu'ils sont potentiellement actifs, ils peuvent se réveiller, on va dire, assez rapidement. Alors Dodo, il y a un internaute qui s'appelle Dodo quelque chose, là ça a disparu aussi, il disait par réalimentation, ouais, par réalimentation de la chambre magmatique, c'est-à-dire que la chambre, mais elle s'est effondrée sur elle-même, a priori, la chambre magmatique, non, une fois qu'elle a tout craché. Alors non, il faut savoir qu'une chambre magmatique ne se vide jamais entièrement, hein. En général, elle se purge au maximum de 10%. Et souvent, c'est c'est beaucoup tout. moins. Oui, voilà. Donc, il faut savoir que quand un volcan crache 1 km3, il en a encore un 10 ou 100 sous la semelle. Donc, Ah oui, qui ne demandent qu'à sortir tôt ou tard. d'accord. Hein, donc, c'est vrai que quand un volcan s'effondre sur sa chambre magmatique, ça fait une caldeira. Ça n'empêche pas, au contraire, par le bord de la caldeira, parce que l'effondrement crée des failles circulaires, et par ces failles, il peut y avoir des éruptions latérales qui sont connues. Donc, il peut y avoir des éruptions par les fissures créées par la caldeira. Ce qui, au contraire, peut parfois favoriser l'éruption suivante. Jacques-Marie, refaisons un petit retour sur la chaîne du Puy, puisqu'on a une question. J'avais vu qu'il était plus probable qu'un nouveau volcan se forme dans la chaîne des Puys qu'un déjà existant ne se réveille. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait, il y a deux grands types de volcans. Il y a des volcans qui sont, on va dire, stratovolcans, comme l'Etna, comme le Cantal, donc c'est un grand qui rentre en éruption. La chaîne des Puys, c'est ce qu'on appelle un champ de volcans monogéniques. D'ailleurs, elle vient d'être classée à l'UNESCO, hein, en tant que telle, hein, parce que c'est un site très, très original, on va dire unique au monde, hein. Donc, c'est une centaine de petits volcans alignés quasiment. Donc, il y a le puy Pariou, le puy des Goules, le puy de Côme, le puy de la Vache. Enfin, ils ont tous un nom, hein. Vichâtel, etc., Louchadière, Chopine, etc. Et dans ces cas-là, dans ce qu'on appelle un champ de volcans monogéniques, monogénique, ça veut dire qu'ils ont fonctionné qu'une seule fois, quelques mois par exemple. Alors c'est bien connu, il y en a au Mexique comme ça, des volcans monogéniques, notamment on a vu le Paricutin qui a fait une éruption qui a duré 9 ans. Et bien évidemment, 9 le ans. nouveau volcan, quand le magma va sortir, plutôt que de sortir sous un volcan qui existe déjà, eh ben, il va se frayer un passage entre deux autres. Donc il va faire un nouveau petit volcan, un peu comme actuellement le dôme de Saint-Vincent fait un dôme à côté de l'ancien volcan. Donc c'est vrai que ça serait la chaîne des Puys en tant que province qui se réveillerait, mais concrètement, ça serait un petit volcan nouveau qui se ferait en place, ça serait un 101e volcan qui se mettrait en place entre les 100 préexistants et qui aurait donc un nouveau nom. HM4670 nous écrit, il pose une question à propos qui voudrait observer un volcan actif, hein, à ce que je comprends. Est-ce que le Ducono, Jacques-Marie, le Ducono, Ibu, Oui. sont plus intéressants que l'Akatenongo du fait qu'on est plus près? Là, je ne suis pas sûr de tout Oui, comprendre, alors ça, c'est mais des volcans peut-être que c'est plus clair pour toi. d'Indonésie, hein, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Alors ça, pas de règle, parce que ces volcans-là, ils sont en éruption un jour, et puis après, ça change une semaine après. Donc, il y a certaines éruptions qu'on peut approcher plus que d'autres. Donc, c'est vrai que ces volcans d'Indonésie, donc, elles sont quand même explosées. Il faut quand même y aller avec précaution. Mais c'est vrai que ce sont des volcans récents, qui sont souvent en éruption. Mais effectivement, je vois la question. Puis en plus, on s'est vu avec Norbert Choisy. Norbert Choisy, c'était un ami qu'on a perdu récemment, là, qui était un passionné de camp aussi. Donc c'est vrai que je vois la question, le Ducono, l'Ibu sont plus intéressants que l'Akatenango pour voir le Fuego. Les deux sont intéressants. C'est vrai qu'actuellement, le Fuego est en activité et que monter sur l'Akatemala, on a vu, on va dire, en sécurité. L'Ibu et le Ducono sont également des volcans intéressants en Indonésie. Effectivement, il faut y aller avec des gens qui connaissent, ou y aller, il y a des agences spécialisées qui emmènent aussi des participants voir des volcans plus près, dans de bonnes conditions. Donc, je pense que les deux sont intéressants. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Ce sont des volcans actifs actuellement, effectivement. Alors, Dodge Bangui nous interroge. Les volcans étant liés au mouvement tectonique des plaques, existe-t-il des volcans qui sont forcément liés à la présence d'un jeu de plaques souterrain? Peut-on observer les volcans d'un point de vue astronomique pour identifier quoi? J'ai pas la fin, mais cette histoire de plaques tectoniques, l'internaute semble suggérer qu'il y aurait des plaques sous les plaques. Alors non, en fait, donc les plaques, maintenant, c'est quelque chose qui est bien connu, hein, de l'espace ou sur la Terre. Maintenant, ces plaques, elles sont identifiées. On appelle ça la lithosphère. La lithosphère, c'est l'écorce terrestre qui fait environ 100 km d'épaisseur et qui est fragmentée en plaques qui font environ 10 000 km de long.
Alors ces plaques, elles sont pas plates, d'ailleurs, elles sont rondes puisqu'elles sont sur de la Terre. Hein. C'est des calottes sphériques et ces plaques, elles bougent les unes par rapport aux autres à des vitesses de quelques centimètres par an. Et c'est bien sûr à la frontière de plaques que se passent les principaux phénomènes magmatiques. Donc c'est vrai qu'un volcanologue comme moi qui veut aller voir des volcans, il va en général dans des régions interplaques, entre deux plaques. Ça peut être en Islande, ça peut être en Éthiopie. Bon, voilà, donc c'est là que ça se passe. Donc on va dire, et puis bien sûr tout le tour du Pacifique, ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, ce sont des limites entre la plaque Pacifique et la plaque Eurasie, ou les plaques Amérique, ou la plaque indo-australienne. Donc c'est vrai qu'on va dire que 95% des volcans sont de plaques, interplaques, alors soit des plaques qui s'écartent comme en Islande, soit des plaques qui sont comme en Amérique ou au Japon. Et puis 5% de volcans, ils sont originaux, donc ils sont eux intraplaques, ils sont dans une plaque. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, il fait plus de points chauds, c'est ponctuel. Ça peut être soit dans un continent, Auvergne ou au Cameroun, c'est le Hawaï, c'est le cas du Piton de la Fournaise dans l'île de la Réunion, au milieu de l'océan Indien. Le Dauphinat 38 pose une question sur le parc de Yellowstone. Ça fait plusieurs fois effectivement que le nom revient dans le. Ouais, ça coupe un peu, ça coupe un peu. Ça fait plusieurs fois que le nom revient dans le chat là. Le parc de Yellowstone, effectivement, comme le dit Space, des fois on dit que le Big One viendra peut-être de là. Le Big One, c'est cette éruption volcanique qui pourrait avoir des effets à l'échelle du globe dans son entièreté. À d'autres moments, on dit que non, le parc de Yellowstone, c'est tranquille. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jacques-Marie? Ah bah Yellowstone, c'est un des points chauds de la planète. Hein. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui veut aller voir des volcans peut aller à Yellowstone parce qu'il n'y a pas de volcan actif, mais il y a des geysers, des sources chaudes. C'est un paradis naturel. D'ailleurs, c'est un parc national. C'est le premier parc national qui a été créé dans le monde. 300 geysers, à tour de rôle, des couleurs, Emerald Spring, Porcelaine Basin, enfin, etc. Donc, aller à Yellowstone, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe à Yellowstone? Yellowstone, c'est une immense caldeira, justement, qui fait 80 km de long et 60 km de large, qui résulte d'une super éruption qui a lieu il y a 630 000 ans, qui a produit 1000 km3, c'est-à-dire 1000 fois plus qu'une éruption normale. Donc, il y a eu une telle éruption que le volcan s'est effondré sur lui-même. Il y a donc cette gigantesque caldeira qui s'est mise en faille de la caldeira que sortent les sources chaudes et les geysers. Depuis cette éruption de 630 000 ans, il y a eu d'autres éruptions, des éruptions, on va dire, normales. La dernière date d'environ 6 000 ans, c'est Indian Ponds, hein, ça a fait donc un cratère tout rond qui est qu'on veut voir à Yellowstone, et c'est une éruption qui a été importante, mais qui a été normale. Donc, l'éruption, c'est 1000 fois plus important qu'une éruption normale, mais donc c'est 1000 fois plus rare, parce qu'il faut 1000 fois plus de matière et 1000 fois plus d'énergie. Donc, si Yellowstone se réveille un jour, ce qui est possible, puisqu'il fait partie de la liste des volcans potentiellement actifs, on va dire qu'il y a 999 chances sur 1000 que ce soit une éruption importante mais normale, pour un risque sur 1000 que ce soit une éruption, super éruption. Donc, ça laisse une probabilité qui reste quand même assez faible, mais elle n'est pas nulle. Donc, c'est vrai que certains disent, en gros, il y a une éruption à Yellowstone tous les 700 000 ans, donc il y en a une qui va arriver. Alors, statistiquement, c'est pas avec trois éruptions qu'on peut faire une règle statistique sérieuse. C'est pas faux, mais on va dire que les éruptions de Yellowstone ont lieu tous les 500 000 ans, plus ou moins 500 000 ans. Donc on va dire que la prochaine aura lieu dans 100 000 ans, ou peut-être dans 10 ans, ou dans 100 000 ans, ou dans 500 000 ans. On va dire que la probabilité est très faible, même si le risque est important. Donc pour l'instant, c'est vrai que régulièrement les médias parlent de réveil de Yellowstone. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va dire que bien sûr, il y a un observatoire qui surveille tout ça, que les paramètres sont constants, il y a des microséismes, il y a des sources chaudes, il y a des déformations qui sont enregistrées, qui sont pour l'instant normales pour le volcan. Donc pour l'instant, on ne parle pas d'éruption, même modeste, à venir. Si ça devait arriver, bien sûr, il y aura des enregistrements, et bien sûr, à ce moment-là, l'observatoire donnerait les informations qu'il faudrait, et les décisions seraient prises. Mais c'est vrai que ça vient souvent à la mode. Yellowstone, c'est un volcan potentiellement actif, potentiellement dangereux, qui pour l'instant ne montre pas spécialement de signes de réactivation. Est-ce qu'il faut être forcément scientifique, Jacques-Marie, pour voir des volcans? C'est une question de Rafouln. Bonjour Monsieur Bardenzev, connaissez-vous des métiers, jobs sans formation scientifique qui permettent de partir en excursion dans des environnements volcaniques? Et apparemment cet internaute a dans l'idée de s'expatrier. Alors, disons qu'en tant que volcanologue, de ne pas être volcanologue, ça peut être, si on veut s'expatrier, ça peut être dans un observatoire, on peut travailler en tant que
notamment techniciens. Hein. C'est vrai qu'un observatoire, il faut savoir que tous les appareils qui surveillent les volcans, c'est une électronique fragile. Il faut donc des gens capables de réparer les appareils. Donc, si quelqu'un a une formation, on va dire, d'une bonne formation en électronique ou même savoir même manuel, hein, savoir utiliser un tour, une fraiseuse dans un observatoire, c'est toujours utile. Il faut des gens comme ça, c'est même nécessaire. Donc, c'est vrai que ça peut être une possibilité de s'expatrier dans un observatoire, de trouver un poste. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est pas impossible sans avoir une thèse en volcanologie. C'est vrai qu'on a besoin de plein de gens. Dans un observatoire, ça repose avec plein de gens différents. Des gens qui s'occupent de l'entretien de l'observatoire, du bâtiment lui-même, d'installer des lignes électriques, d'installer des prises web, des prises Wi-Fi, du débit. C'est vrai qu'on est très gourmand pour ça. Donc, il y a toute une infrastructure technique qui demande des gens compétents pour le faire, qui ne sont pas forcément des volcanologues, mais ils sont dans l'observatoire et ils vivent au rythme de l'observatoire. Donc, ça peut être une possibilité, bien sûr.